sommaire de ce CP News, cette agression d'un agriculteur qui était en train de moissonner en Essonne. Ensuite, on parlera de corvidés qui sont en train de dresser pour nettoyer les villes, ramasser des détritus. On parlera ensuite des cadres du parti d'Europe Écologie Les Verts qui étaient au courant des agissements d'Esther Benbassa. On parlera aussi de l'usurpation d'identité de Willy Schramm dans le cadre de consultations publiques effectuées l'année dernière au sujet de la tourterelle des bois. Il sera également sujet de la tourterelle des bois puisqu'une nouvelle consultation vient d'être mise en ligne pour une suspension totale de sa chasse cette année. Et on finira par parler du collectif Un jour à chasseurs et sans oublier le tube de l'été. Impossible d'être passé à côté de l'actu de cette semaine concernant un agriculteur interpellé par des riverains en pleine moisson. Alors dimanche dernier, Gérard Prodel a profité du retour du beau temps pour moissonner un de ses champs à Longpron-sur-Orge en Essonne. Alors qu'avec la météo de ces dernières semaines un peu compliquée, et le retour du beau temps, c'est la course dans le milieu agricole pour moissonner au plus vite. Donc on sait qu'il y a encore l'orge, le blé et même le colza qui n'a pas été moissonné à certains endroits. Alors ce qui devait être une journée de travail normale s'est hélas transformé en une altercation avec le voisinage. Écoutez bien, alors au cours de l'après-midi, des voisins sont venus interpeller l'agriculteur, avec également un conseiller municipal avec eux. Ils l'ont arrêté en plein champ afin de lui demander expressément d'arrêter de moissonner, car la fumée dégagée par la moissonneuse batteuse les empêchait de faire leur barbecue. Alors rapidement le ton est monté, surtout quand l'un des riverains est monté dans la cabine de la moissonneuse. Alors l'agriculteur il a voulu filmer la scène, il y a un autre riverain qui a pris le téléphone et qui l'a jeté par terre. Donc on imagine forcément que le ton est monté, les noms d'oiseaux ont fusé. Donc on n'est pas passé loin de la bataille générale. Le conseiller municipal, donc, il a brandi la loi, comme on dit. Il a dit que interdiction pour les agriculteurs de faire de bruit et de moissonner le dimanche, ce qui est bien évidemment, comme vous le savez, totalement faux. Alors, n'obtenant pas gain de cause, il a décidé d'appeler les forces de l'ordre. Donc la police est arrivée sur place. Donc c'est une scène totalement surréaliste qu'il y a eu dans l'Essonne. Heureusement, les policiers, eux, ils sont plus au courant de la loi, ils sont plus intelligents. Ils ont dit, il n'y a pas de souci, monsieur, vous pouvez continuer à moissonner. Continuer comme si de rien n'était. Alors voilà, cette affaire résume un petit peu à elle seule tout le clivage présent entre les urbains et les ruraux, mais aussi, et ça c'est valable dans toute la société, de l'intolérance des gens. On précise aussi également que de son côté, le conseiller municipal il aura fait preuve de pas mal de mauvaise foi, puisque dans la presse il a expliqué qu'il a commis une erreur d'appréciation et il a appelé les forces de l'ordre uniquement pour apaiser les choses. Allez, on va parler de corvidés à présent. Alors on sait que les corvidés, ils n'ont pas toujours bonne presse, notamment auprès des chasseurs, il faut bien le reconnaître. Et pourtant, il y a deux ingénieurs des arts et métiers de Lille qui aimeraient en faire de précieux alliés. Alors c'est Jules Mollaret, qui avait 16 ans à peu près, en 2015, il observait des corbeaux avec son père sur un banc public dans un parc. Et il les voyait ramasser tout un tas de choses. Il se dit, tiens, mais il y a quelque chose à faire. Alors il a fait ses études et il s'est également documenté. Et il a pu rencontrer un Christophe Gabory, qui est responsable de l'élevage à la fauconnerie du Puy-du-Fou. Il a appris que ce dernier avait réussi à dresser des corbeaux pour ramasser des mégots dans le parc. Alors une fois qu'il a fini ses études d'ingénieur, il a, avec un collègue à lui, créé une start-up qui s'appelle Bird for Change, afin donc de dresser des corbeaux pour nettoyer les villes. Avec l'aide du CNRS de Strasbourg et du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, mais aussi du Fab Lab de l'ICAM de Lille, donc c'est un atelier de création numérique, les deux hommes ont développé une poubelle connectée. Alors cette poubelle intelligente, elle va détecter lorsqu'un corvidé viendra déposer par exemple un mégot, un papier gras ou une canette ou des petits microparticules de plastique. Et grâce à des caméras qui sont placées à l'intérieur de la poubelle, donc ça va détecter les éléments qui tombent dedans et ça va récompenser l'oiseau en lui donnant de la nourriture. Le premier prototype, il est actuellement en cours, en phase d'essai au Jardin des Plantes à Paris. Et on n'a pas par contre encore trop d'infos au niveau du dressage des oiseaux qui, à mon avis, va être la partie, je pense, la plus complexe du projet. On voit également déjà pointer les doléances de nos amis les verdâtres qui vont nous expliquer que les corbeaux vont ramasser forcément des déchets toxiques et que ce n'est pas non plus le rôle des oiseaux de nettoyer les villes. Voilà, c'est déjà le moment de notre chronique La Bourde EELV. Alors c'est plus qu'une bourde, c'est la suite de l'affaire Benbassa.
Alors on sait que début juillet, le journal Mediapart a relevé les accusations de harcèlement de la part de la sénatrice EELV Esther Benbassa sur au moins 14 collaborateurs. La députée EELV, sur une adepte du management tyrannique et à grands coups de mails, textos et autres paroles humiliantes, elle n'hésite pas à rabaisser, humilier, voire carrément victimiser ses collaborateurs. Cette dernière, écoutez bien, est même allée jusqu'à faire décaler une opération chirurgicale importante sur l'une de ses employées. Alors au début, prenant simplement acte des faits, les cadres de EELV, ils sont à présent directement pointés du doigt pour être au courant de la situation depuis des mois sans avoir pour autant rien fait. Alors dimanche dernier, Mediapart a fait de nouvelles révélations en expliquant que Wandril Jumeau, qui est secrétaire général du groupe EELV au Sénat, et également Guillaume Gontard, qui lui est président du groupe, était au courant depuis des mois de la situation. Alors dans un échange de mails que s'est procuré le journal, Wandril Jumeau écrivait en novembre 2020 qu'il prenait actuellement ses fonctions de secrétaire général du groupe écologiste au Sénat et qu'il était saisi des accusations de harcèlement de Madame Benbassa. Pire, entre novembre et décembre, l'homme aurait eu 3 rendez-vous avec des collaborateurs d'Esther Benbassa. Il aura alors décrit le harcèlement avec la députée EELV comme... Enfin, ils auraient décrit le harcèlement avec la députée comme systématique et brutal. De son côté, Guillaume Gontard a été mis au courant des agissements d'Esther Benbassa en décembre 2020 par Eliane Assassi. Alors Eliane Assassi, c'est l'ancienne présidente du groupe de sénateurs communistes, républicains, citoyens et écologistes. Et elle a même mis au courant en février 2020 les autorités sénatoriales en écrivant un mail pour parler des agissements de Madame Benbassa. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la bourde EELV de la semaine, donc vivement la semaine prochaine, du coup peut-être pour des nouvelles révélations. On sait qu'aujourd'hui, toute décision majeure liée à l'environnement est soumise à consultation publique. On sait depuis quasiment le début également que ces consultations publiques sont faussées par des participations multiples de mêmes personnes et donc qui ne représentent nullement la majorité. À chaque consultation publique qui concerne de près ou de loin la chasse, comme ce fut le cas en juillet 2020 au sujet du projet d'arrêté de la chasse adaptative des tourterelles des bois, les antichasses usent et abusent de ce système pour multiplier les avis afin de s'opposer systématiquement à la chasse. Alors la FNC a porté plainte contre une personne qui a déposé pas moins de 55 avis négatifs contre la chasse de la tourterelle des bois et à chaque fois avait pris un pseudo différent mais avait surtout également pris l'identité de Willy Schran. Donc elle avait signé un avis comme si elle était Willy Schran. Alors fin juin, le tribunal de Saint-Omer a donné raison à la Fédération nationale des chasseurs et a condamné cette personne à 2 000 € d'amende, dont 1 000 € avec sursis et 950 € de dédommagement à Willy Schran. Alors lors de l'audience, ce fraudeur a admis avoir volontairement voulu fausser le système de consultation publique et cette décision de justice inédite jette complètement finalement le discrédit sur ces consultations publiques, alors même qu'une nouvelle consultation vient d'être lancée au sujet de la chasse de la tourterelle des bois. Alors comme je vous le disais juste avant, il y a une nouvelle consultation publique pour la chasse des tourterelles des oies qui a été déposée en ligne le 16 juillet par le ministère de la Transition écologique. Et on va demander aux citoyens de participer pour donner un avis contre ou pour un arrêt définitif de la chasse de la tourterelle des bois en 2021-2022. Estimant que la population de tourterelles des bois a baissé de 45% entre 1989 et 2015, l'année dernière, seulement 17 460 tourterelles, soit 3% en moins que l'année d'avant, ont pu être chassées, ou plutôt auraient pu être chassées, puisque cet arrêté a été suspendu par le Conseil d'État qui avait été saisi par les associations animalistes. Donc déjà, l'année dernière, on n'a pas chassé la tourterelle des bois. Alors cette année, le ministère de l'écologie souhaite purement et simplement instaurer des quotas zéro et prend exactement le même chemin que celui qui a permis d'interdire la chasse à la glu en France. Alors on connaît maintenant la façon de faire, quota minime, puis quota zéro, puis arrêt définitif de ce mode de chasse. Madame Popilly tient a priori là une recette qui lui convient à merveille. Alors pour justifier cette suspension de la chasse, le ministère évoque un plan national de gestion de la tourterelle en cours par l'OFB et également un plan européen. Alors ce plan devrait permettre de consolider les connaissances relatives à la population de l'espèce
et d'étudier les modalités de gestion des milieux afin d'amplifier les actions déjà mises en place. Alors bien entendu, même si vous l'avez compris, le crédit accordé aux consultations publiques est de plus en plus faible, il faut continuer à se positionner et à se positionner contre cet arrêté. Alors je vous invite à vous rendre sur le site du ministère de l'écologie afin d'y participer. Et pour argumenter votre avis, il vous suffit simplement d'expliquer que le suivi de l'espèce ne pourra rester efficace finalement que si les chasseurs continuent de prélever un nombre minimum d'oiseaux afin de permettre par exemple de collecter des ailes à des fins scientifiques. On va parler du collectif Un jour à chasseurs. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un collectif qui a été créé l'année dernière, fin d'année dernière, suite à l'accident tragique qui a coûté la vie à Morgan Keane. Donc ce collectif, à travers les réseaux sociaux, un site internet, entend dénoncer donc les abus de la chasse en tout genre. Alors chaque jour ou presque, on peut y trouver des témoignages d'hommes et de femmes qui ont été confrontés à des chasseurs virulents, bourrés, mal intentionnés ou même carrément violents, c'est au choix. Il y a à peu près de tout, on trouve toutes sortes de dérapages, on va dire. Du simple fait que de vouloir stigmatiser les chasseurs en recensant les pseudo-comportements abusifs, de ces derniers, se pose la question de l'authenticité des témoignages. Alors, pour le vérifier, il y a un abonné qui a eu une excellente idée sur Twitter, un abonné qui défend la chasse et la ruralité. Il a écrit au collectif pour lui faire part d'une mésaventure, d'une fausse mésaventure qu'il a vécue avec des chasseurs. Ça, il l'a fait au mois de mai dernier. Alors, ni une ni deux, sans aucune vérification, le collectif a demandé simplement à l'auteur l'autorisation de publier son récit, et voilà comment on se retrouve avec une fake news inventée de toutes parts contre les chasseurs. Alors du coup, on se demande si les membres du collectif ont réellement besoin qu'on leur écrive, parce que la majorité des témoignages proviennent peut-être simplement de leur esprit fertile. Il n'y a donc aucune vérification et aucune preuve de ce qu'il y a en ligne sur le collectif Un jour à chasseurs. Et vous savez, la meilleure, c'est que ce collectif a été reçu quelques semaines après sa création par Barbara Pompili. Allez, du coup, sur ces bonnes paroles, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'écoutez pas les médias, sauf bien sûr Chasse Passion. Hop hop hop, j'allais oublier. On va pas se quitter sans ce petit clip. D'ailleurs, on va se quitter en musique car je vais vous présenter le tube de la semaine, que dis-je, le tube de l'été. J'ai nommé Le Sanglier version techno. Allez, c'est parti. Le Sanglier.